I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Permanent human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Bon, bonsoir. Alors c'est une conférence qui est un petit peu, voilà, qui est spéciale. J'ai plutôt l'habitude de faire des sujets techniques sur l'origine de l'univers, l'inflation, le fond diffus cosmologique. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés à ce genre d'occasion. Et en fait, cet exposé est né. C'est un peu une grande histoire, parce qu'il y a 4 ans, j'avais été contacté par une fondation de Seine-Saint-Denis qui s'appelle la Fondation 93 pour faire un projet dans une école élémentaire. Et je me suis nommé avec un ami qui est compositeur, qui fait de la musique contemporaine, puisqu'il est encore vivant, mais de la musique électroacoustique, de la musique concrète. Et on nous avait demandé de faire un projet dans une classe de CM2, et on avait choisi le thème du son et de la lumière, et de parler donc du son, de la lumière, aussi bien du point de vue scientifique que du point de vue artistique. Et c'est une expérience qui a très très bien marché. On a fait une petite composition avec ces enfants à partir d'enregistrements dans leur univers local. On parlait de leur univers aussi bien de l'univers qui nous entoure, mais que notre univers, voilà, ici autour de nous, c'est notre univers. Et on avait fait toute cette exploration avec une institutrice qui était très très ouverte d'esprit. Et puis un soir, en discutant avec cette fondation, on a eu j'ai eu une idée un petit peu saugrenue, comme souvent. Je me suis dit, mais quelle image aurions-nous de l'univers si l'humanité était née aveugle, si nous n'avions pas Dieu? Eh bien, en réfléchissant un peu, on se dit, aujourd'hui, quand on regarde l'univers, on a ces grands télescopes qui regardent dans toutes les bandes de fréquences, l'ultraviolet, l'infrarouge, les rayons X. Ce sont des lumières qui ne sont pas accessibles à nos yeux. Et ce que nous faisons des images en fausse couleur pour voir l'univers dans ces longueurs d'onde. Donc nous allons au-delà de ce que nous pouvons sentir. L'homme est un appareil de mesure. Ce que je peux toucher me permet d'appréhender ce qui est autour de moi, ce que je peux voir, ce que je peux entendre. Et en fait, c'est un instrument de mesure qui nous est donné, nous crée une intuition à partir de là. Et l'histoire des sciences, c'est aussi aller au-delà de ces apparences. Développer des microscopes pour regarder l'infiniment petit, des télescopes, regarder dans d'autres longueurs d'onde. Et donc on a joué ce jeu et on s'est dit, mais c'est bien parce que c'est très paradoxal, nous savons que dans le vide, il n'y a pas de son. Eh bien, imaginons une humanité qui n'est pas Dieu, qui ne puisse simplement entendre, eh bien, qu'est-ce qu'elle verrait, qu'est-ce qu'elle ferait? Et donc on a proposé ça à cette fondation qui a dit, eh bien, faites-le. Donc là, on était un petit peu bloqué, on a dû le faire. Et donc on a travaillé ensemble pendant pendant une année pour écrire une pièce musicale qui s'appelle Vostok, qui dure 23 minutes, qui avait été créée à la Cité des Sciences il y a 2 ans, qui finalement raconte un voyage dans la galaxie à partir d'observations astronomiques que nous avons transformées en son, de théories mathématiques. Et en fait, ça m'a permis de creuser un petit peu au cours de ce travail les relations entre science et musique. Et c'est ce que je vais un peu vous présenter. Donc il va y avoir des aspects un petit peu historiques et puis des exemples astrophysiques que nous avons utilisés dans cette composition. Puis on va même écouter des petits morceaux de musique. Alors si on se pose la question entre finalement la musique et l'astronomie, on voit que c'est un sujet, ce sont finalement 2 disciplines sœurs. Et Platon nous le rappelle dans La République, il nous dit qu'il semble que comme les yeux ont été formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été de même pour le mouvement harmonique, et que ces sciences sont sœurs, comme le disent les pythagoriciens, et comme nous l'admettons avec eux. Donc on voit que déjà depuis l'Antiquité grecque, finalement la science moderne s'est formalisée, les mathématiques ont vraiment été formalisées avec Euclide, l'astronomie s'est développée. On voit qu'il y a une relation très très intime entre science, astronomie et musique, donc finalement on est légitimé par nos grands anciens d'essayer de rapprocher les deux et de voir quelles sont ces relations.
Donc on nous parle de Pythagore, et en fait c'est vrai que je vais faire commencer mon histoire à Pythagore. Donc environ 580 avant notre ère, Pythagore qui est connu, donc on est dans l'île de Samos ici, en Grèce, et Pythagore qui est connu pour son fameux théorème de Pythagore, que nous avons tous étudié, probablement oublié, on a le droit, puisque c'est qu'une partie de la géométrie euclidienne. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'autres géométries où ce genre de théorème n'est plus vrai, donc on a le droit de l'oublier un tout petit peu, pas ceux qui doivent passer leurs examens. Donc ici, c'est ces relations entre les triangles. Alors Pythagore, c'est un être quasiment mythique, on attribue beaucoup de choses à Pythagore, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est attribué à son école. Mais il y a un mythe qui raconte que Pythagore se baladait dans son village et passait régulièrement devant les forges et qu'il entendait finalement le coup des marteaux sur l'enclume et puis sur les fers des chevaux et qu'il s'est rendu compte que le son qu'émettaient ces objets dépendait de leur taille. Il paraîtrait qu'il est rentré chez lui et qu'il a commencé à faire des expériences. Alors on retrouve des traces de ça, vous voyez, dans des gravures. C'est une gravure sur bois qui date du XVe siècle. Et on voit ici Pythagore, d'ailleurs c'est marqué, si vous ne le reconnaissez pas, on vous indique que c'est lui, qui travaille avec des monocordes, avec des flûtes, avec des verres, comme on faisait à la cantine. Vous voyez, on prenait les verres, on mettait de l'eau, puis on tapait dessus, puis on faisait un peu de la musique. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez donc ici des cloches, et il y a des nombres inscrits sur ces flûtes qui sont plus ou moins longues. Ici, vous voyez, c'est la tension des cordes qui change. On nous dit que les masses ici qui pendent au bout des cordes sont 4, 6, 8, 9, 12. Donc les cordes sont plus ou moins tendues. Si vous avez joué de la guitare ou si vous avez pris un violon, vous savez qu'il y a une même corde. Si j'augmente la tension, je vais changer la note que fait cette corde. Donc il fait des expériences. Et comme le dit Arthur Koestler, Pythagore a transformé le bruit en information. Je trouve que c'est une belle façon de raconter en fait ce que Pythagore a essayé de faire. Et Pythagore a fait une grande découverte que je vais essayer de vous résumer. Donc c'est ce que j'appelle une très belle expérience. C'est un peu une réécriture de ce qu'aurait pu faire Pythagore s'il ne l'a pas fait. C'est que nous prenons une corde et nous voilà, simplement une corde, comme une corde de guitare, et puis nous la faisons vibrer, et cette corde va avoir une note. Alors, la façon dont la corde vibre est caractérisée par une quantité qu'on appelle la fréquence. C'est le nombre de fois que la corde vibre en une seconde. Et ça c'est quelque chose qui se mesure dans une unité qu'on appelle les Hertz. D'accord ? Hertz étant un physicien allemand donc du milieu du 1850-1894, je crois, qui est le premier à avoir fait des expériences avec des ondes électromagnétiques. Et donc on a attribué l'unité de fréquence en son honneur, on l'a appelé le Hertz. Donc si on a une corde qui vibre 440 fois par seconde, elle a une fréquence de 440 Hertz, et ça, c'est la note qu'on appelle le La. D'accord ? Donc si vous êtes musicien, voilà comment on appelle un La. Si vous ne l'êtes pas, ça c'est une portée, ça c'est une clé de sol. Vous voyez, elle est sur la deuxième ligne, ce qui veut dire que la note qui est sur la deuxième ligne, c'est Sol, et donc juste au-dessus, c'est La. Voilà, donc ça c'est la note La, c'est juste une écriture. Donc vous faites vibrer cette corde, c'est la note La. Alors que se passe-t-il si maintenant je fais vibrer une corde qui a une longueur moitié par rapport à la première corde ? Je me pose la question finalement, quelle note est-ce que je vais trouver ? Et ce que l'on arrive à voir si on fait cette expérience, c'est qu'on va avoir une note qui va être de fréquence double. Donc au lieu d'avoir 440 Hz pour cette note, je vais avoir 880 Hz. Et ça correspond aussi à la note La, mais un octave au-dessus, donc une note beaucoup plus aiguë. Donc on voit qu'un octave, ça correspond à une corde qui a une longueur moitié, et donc qui vibre avec une fréquence double. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une relation entre des notes de musique et puis finalement un tout petit peu d'arithmétique. On multiplie par 2, on divise par 2. Et avec ces expériences, Pythagore s'est rendu compte que ce n'est pas simplement les octaves qu'on va être capable de construire, mais avec des nombres très simples, 1, 2, 3, 4, on va être capable de prendre une corde. Donc si je la pince au milieu, je vais avoir un rapport 1/2, ça va être la note à l'octave. Si je la pince aux 2/3, je vais avoir une quinte. Et si je la pince aux 3/4, je vais avoir une quarte. Et donc on se rend compte qu'il existe une relation entre finalement ces nombres, 1, 2, 3, 4, qui sont des nombres très très particuliers, c'est les nombres les plus simples qu'on connaisse, c'est des nombres entiers, et puis entre des accords qui sont harmonieux, parce que si vous faites une quarte ou une quinte ou un octave, ça sonne toujours bien. Vous savez, on dit ça quand vous êtes au piano, si vous ne savez pas quoi faire, vous faites des quintes et des quartes, ça marche très très bien. Et puis surtout, on se rend compte que si on ajoute une quarte et une quinte, on fait 3/4, alors on multiplie, 3/4 fois 2/3, eh bien on obtient 1/2, c'est-à-dire c'est un octave. Donc on a l'impression qu'on peut commencer à faire de l'arithmétique
avec les notes de musique et puis avec les accords. Et Pythagore s'est rendu compte qu'à partir de ça, eh bien, on pouvait construire une gamme, parce que, comme je vous l'ai dit, si on pince aux 2 tiers, eh bien, on va avoir une quinte. Donc on peut s'amuser à faire ça. On peut partir d'une note qui est un Do. Je prends la corde aux 2 tiers, j'obtiens un Sol. Je prends encore aux 2 tiers, j'ai une quinte au-dessus, j'obtiens un Ré. Alors, pour ne pas continuer à monter, je vais doubler la longueur de la corde, donc je vais descendre d'un octave, et puis je remonte d'une quinte avec un facteur 2 tiers, encore un facteur 2 tiers, je redescends d'un octave en doublant la longueur de la corde, et ainsi de suite, jusqu'à revenir à la note initiale. Et on voit que si on fait ça, ben regardez, il y a toutes les notes de la gamme, Do, Ré, Mi, alors il est où le Fa est là, le Sol, et ainsi de suite. On a les 12 notes de la gamme chromatique. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut, à partir simplement du rapport 2 tiers et 2, construire des gammes. Alors ça paraît comme ça, se dire, bah oui, c'est juste un jeu, on le fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, on va avoir 12 quintes, donc 12 fois le 2 tiers ou l'inverse qui est 3,5. Et puis, on va descendre 7 fois. Donc il faut que 12 quintes, ça soit égal à 2 octaves. Parce que si ce n'était pas vrai, il y aurait plus de notes dans la gamme ou moins de notes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça donne une égalité mathématique. Je veux que 12 quintes, ça soit égal à 7 octaves, donc 3 demi puissance 12 égale 2 puissance 7. Vous vous rendez compte que ça veut dire que 3 puissance 12, c'est égal à 2 puissance 19, et ça, mathématiquement, c'est faux. D'accord ? Parce que 3 puissance 12, c'est un nombre impair, et puis 2 puissance 19, c'est un nombre pair. Donc un nombre pair n'est jamais égal à un nombre impair. Donc cette égalité est mathématiquement fausse. Et en fait, les musiciens vous diront que le Do et le Si dièse, ce ne sont pas exactement la même note, et que la dernière quinte, quand on fait cette procédure, est un peu plus petite que les autres quintes. Il lui donne un nom particulier, il l'appelle la quinte du loup. Et cette égalité, elle est vraie, j'ai calculé, à 1,36%. Donc ça veut dire que pour des gens comme vous et moi, qui sommes loin d'avoir une oreille parfaite, eh bien finalement, on ne fait pas la différence, mais il y a certaines personnes qui font la différence entre ces notes. Et à partir de ça, on peut construire toute la gamme et se dire à quelle fraction d'une corde ça correspond. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces notes-là, cette gamme-là, n'est construite qu'avec des 2 et des 3, des puissances de 2 et des puissances de 3. Donc de 3, par exemple, ici vous avez 8 neuvièmes pour un ton, et vous voyez 8 c'est 2 au cube, et 9 c'est 3 au carré, et vous pouvez vérifier, tous ces nombres, les numérateurs et les dénominateurs, sont des puissances de 2 ou des puissances de 3. Donc c'est assez intéressant, et comme le remarque Leibniz, il dit finalement la musique est un exercice d'arithmétique secret, et toute personne qui s'y adonne ne réalise pas qu'il manipule des nombres. Donc on voit qu'il y a un lien entre un phénomène physique, la musique, des cordes qui vibrent, et puis derrière une sorte de formalisation mathématique. On a une structure mathématique qui est derrière, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Alors, de là, on peut passer, comme souvent en sciences, quand on trouve ce genre de coïncidence, et qu'elles vous disent mais il n'y a pas aucune raison qu'il y ait cette coïncidence, ça peut vous faire tomber dans le mysticisme, et c'est vrai que l'école pythagoricienne était une école mystique, et en particulier, elles avaient comme symbole ce qu'on appelle ici cette représentation, ce triangle de points qu'on appelle le tétractys, avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, chacun ayant des significations. Ça c'est l'unité, les 4 points représentent le cosmos, et vous voyez, la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4, eh bien ça fait 10, et ça c'était le nombre parfait pour l'école pythagoricienne, et vous voyez que toutes vos notes et vos accords parfaits, vous allez pouvoir les construire avec ces nombres 1, 2, 3 et 4 ici, qui sont la somme du tétractys. Et alors si maintenant on prend les nombres qui sont construits, donc par exemple 1 ici, et puis celui-là qui est 3, ou celui-ci qui va être 6, ou celui-ci qui va être 10, c'est ce qu'on appelle les nombres triangulaires. Et donc il y avait tout un mysticisme autour de ces nombres. Et en fait, il y a une vraie religion autour finalement de cet objet, de ces nombres, et donc aussi de la musique, puisque finalement la musique n'est qu'un reflet de cette perfection que l'on trouve au niveau mathématique. Alors ça c'est le premier aspect des choses. Le second, c'est que c'est l'harmonie du cosmos, c'est en grec. Donc ça va être une relation entre un phénomène physique, le son, une formalisation mathématique, donc ces relations entre fractions, les mathématiques, et puis cette relation a été révélée par l'expérience. On a fait vibrer des cordes, on a tapé sur des enclumes, donc on voit que c'est finalement, on pourrait qualifier ça d'une démarche scientifique très très moderne. Et ça va nous donner ce mysticisme qui est fondé sur l'harmonie, et comme le disait Aristote, eh bien, toute chose va être nombre. On pense que finalement, en dessous de tout,
Ce sont les nombres qui régissent la nature, et ça va nous amener très très loin. Rappelez-vous Galilée qui nous disait que le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Donc c'est vraiment cette école pythagoricienne. Finalement, ce qu'il y a en dessous, ce ne sont que des mathématiques, et la beauté que révèle l'univers, c'est la beauté des mathématiques. Alors le mot cosmos, c'est un mot qui est central dans la tradition pythagoricienne et qui caractérise le monde organisé. Ça, c'est le mot qui s'oppose au chaos. Et ça va donner dans notre langage habituel donc le mot cosmologie, cosmonaute, donc le mot univers. Le cosmos, c'est l'univers. Mais ça nous donne aussi le mot cosmétique. Donc c'est la beauté. Parce que cosmos, en grec, en vieux grec, ça veut dire parure, collier, donc un beau bijou. D'accord ? Et en choisissant ce mot pour parler de la voûte céleste, en fait, on voulait rappeler finalement l'émotion que l'on a en regardant le ciel. D'accord ? Et ça, la confusion est faite régulièrement. Il m'est arrivé, il y a presque 10 ans de ça, d'aller à une conférence en Afrique du Sud, et je passe la douane, on me demande pourquoi je viens là, pour avoir mon visa. Je dis, je viens à une conférence de cosmologie, et le douanier me demande, et vous avez des échantillons ? Voilà. Et c'est une histoire vraie. Donc vous voyez comme quoi la confusion entre cosmologie et cosmétique est encore bien vivante pour beaucoup de gens. Donc à l'époque, l'image qu'on avait de l'univers, c'était... Donc déjà, l'univers se restreignait à notre système solaire. On avait une représentation géocentrique avec la Terre au centre de l'univers, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne qui tournent autour de la Terre. Et en fait, on s'est dit, mais ces orbites ici doivent être aussi reliées à ces nombres parfaits. En fait, on a essayé d'attribuer la taille des orbites à ces nombres et à ces fractions parfaites qui sont reliées aux notes de musique. Et ça va donner à une grande tradition, une grande discussion qui va être prise par beaucoup d'auteurs. Platon va commencer par essayer de faire une construction finalement de l'univers simplement à partir des nombres 1, 2, 3, 4, 9 et 27. Et puis il a plusieurs pages où il nous explique que c'est possible. Il trouve ça un petit peu, il dit que c'est très beau, il trouve que c'est une idée qui est brillante, mais qu'il ne faut prendre ça qu'à titre onirique, il ne faut pas lui donner trop de valeur. Cicéron reprend l'idée dans le Songe de Scipion, il nous dit que finalement ce n'est pas la taille des orbites, la taille des orbes qui serait gérée par ces nombres, mais la vitesse des planètes. Donc voilà, donc il va y avoir toute une discussion qui va perdurer pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'à Léonard de Vinci, qui va écrire un traité pour savoir si les orbes célestes frottent vraiment sur le ciel et produisent du son ou pas. Donc voilà, c'était vraiment une question qui a continué, qui a une longue tradition, et qui va, je vais dire, culminer avec Johannes Kepler ici. Donc Kepler qui est célèbre en astronomie pour ses fameuses lois, les lois de Kepler qui nous expliquent, qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil. Et donc les planètes suivent des orbites qui sont des orbites elliptiques dont le Soleil occupe un des foyers. Et ce que l'on sait, c'est que la planète se déplace plus vite quand elle est au périgée, au périhélie, et plus lentement quand elle est à l'aphélie. Mais que l'air balayé en un même temps va être toujours la même. Et ça va être relié à une loi de Kepler entre la taille de l'orbite et la période pour parcourir cette orbite. Donc il arrive, à partir des données astronomiques de l'époque, à trouver ces lois, et il va écrire un traité qui est extraordinaire à lire, qui s'appelle L'harmonie du monde, où il va rentrer dans un mysticisme, où il va faire finalement tous ces liens qui avaient été là depuis plusieurs siècles. Et donc c'est un livre en 5 parties, où il traite d'abord des polyèdres réguliers, donc les polyèdres platoniciens. Ensuite, il s'intéresse aux proportions harmoniques en musique, aux configurations harmoniques en astrologie, parce qu'on faisait de l'astrologie à l'époque, la distinction entre astronomie et astrologie n'était pas celle que nous faisons aujourd'hui. Et puis ensuite, il va parler de l'harmonie des orbites célestes, et il va attribuer à chaque planète des notes. Et comment va-t-il faire ? En fait, il reprend ce qu'il sait des orbites, ce sont des ellipses. Et si vous aviez une orbite circulaire, l'orbite est parcourue à vitesse constante, donc ça correspond à une fréquence, donc à une note. Maintenant, si vous avez une ellipse, plus l'ellipse est excentrique, plus vous allez avoir une amplitude de notes. Et donc il va relier les caractéristiques géométriques de ces orbites à des notes. Et donc voilà, pour chaque planète, les notes qui seraient jouées par ces planètes sur leur orbite. Alors pour la Terre, ça correspond à, dit-il, mi-fa, mi-fa, qu'il faut entendre comme miseria, famina, miseria, famina, miseria, famina, qui serait le chant de la Terre. Donc ça vous donne tout un programme.
Et donc cette harmonie des sphères va être utilisée par un certain nombre de compositeurs. Donc il y a une composition anonyme du XIIe siècle qui utilise ça. Ça a été repris par Jean-Baptiste Lully dans un truc qui s'appelle le Ballet des planètes, avec un petit côté politique derrière, parce que le Soleil c'est Louis XIV et toutes les planètes sont ses ministres. Donc il a fait un petit truc là-dessus. Joseph Haydn a écrit un opéra qui est Le Monde de la Lune. Alors il y a cette composition que tout le monde connaît, Les planètes de Gustav Holst, mais là qui a plus une inspiration astrologique que finalement elle n'est pas vraiment reliée au travail de Kepler. Il y a eu il y a quelques années un travail, donc Willy Ruff et John Rogers, qui sont des jazzman, ont écrit une pièce qui s'appelle L'harmonie du monde, qui utilise, voilà la pochette du disque, qui utilise aussi, donc vous voyez, on retrouve les notes données par Kepler. Et puis avec Eddie Ladoire, dans notre cabine, Vostok, en fait, on a utilisé le même type de technique, mais au lieu de reprendre la Terre, les planètes du système solaire autour du Soleil, on a transposé ça, on s'est dit, prenons les étoiles autour du centre galactique, parce qu'elles ont des excentricités beaucoup plus grandes, donc ça donnait une plus grande variété de sons. Alors je vais essayer de vous faire écouter un petit morceau de ce que ça peut donner. Donc ça, c'est le morceau de 2008, l'harmonie des sphères. Alors, maintenant, on croise les doigts. Alors, c'est un peu long. Donc, leur technique, c'est de partir du centre du Soleil, de représenter l'orbite, ils vont jusqu'à Pluton, l'orbite de Pluton qui est 248 ans, c'est ça, si mon souvenir est bon, et qui va être représenté donc, en un morceau qui fait 22 minutes. Et donc, ils vont se balader depuis le Soleil jusqu'à Pluton, et on voit les planètes qui rentrent les unes après les autres, et c'est une pièce électroacoustique. Alors, on ne va pas toutes l'écouter, mais juste pour vous donner l'idée de ce que ça peut faire. Système solaire. De tout. En fait, vous pouvez si vous tapez ça, vous avez un extrait d'une dizaine de minutes sur Internet qui est en écoute libre, donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'écouter. Mais c'est juste, voilà, ce qu'on peut faire, et on peut s'amuser avec ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quelque part, on a des théories scientifiques, on a des observations. Si des gens l'utilisent pour faire des créations artistiques, c'est pas parce qu'il y a une inspiration scientifique que ça va donner quelque chose qui vous plaît. D'accord ? Ça, c'est autre chose. Mais on peut essayer, à partir de cette inspiration, de faire quelque chose. Et voilà ce qu'ils ont fait. Moi, j'aime bien ça, mais vous n'êtes pas obligé de partager mon goût là-dessus. Bon, alors revenons à l'univers, parce que tout ça, c'était un peu du mysticisme. Nous, on préférait essayer de se rapprocher un petit peu de l'univers. Donc, qu'est-ce que l'on sait du son et de la lumière ? Alors, juste pour vous rappeler que le son et la lumière, ce sont deux types d'ondes, deux types de vibrations. Le son est une onde de pression, donc le mouvement d'un gaz ou d'un fluide autour de nous, des ondes de pression, et qu'il ne peut donc pas se propager dans le vide, alors que la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques, elles peuvent se propager dans le vide. Et la différence entre finalement, la mise en évidence, le fait que le son ne puisse pas se propager dans le vide, a été faite par Robert Boyle en 1660. Et alors ça aussi, j'ai trouvé ça, voilà, on peut faire l'expérience. C'est un petit film pédagogique, mais comme ça, on est sûr qu'on l'a tous vu. Il n'y a pas de son. Tu n'as pas mis le son? Parce que là, ça fait gling, 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 gling. Hein. Il a fait l'air, ça fait pshht, et gling, 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 gling. Bon, ok. Je suis désolé. La prochaine fois, on piquera la pompe à vide du festival Astro Jeune, et puis on le fera en direct. Mais voilà.
Je suis désolé. Comme quoi, on a essayé tout à l'heure, ça marchait. Donc dans la nature, il y a beaucoup de phénomènes qui associent son et lumière. Par exemple, vous avez tous vu l'orage, comme on va en avoir ce soir probablement. Et là, on a des ondes lumineuses. Ici, la lumière qui se propage. Et puis, on entend des ondes de pression qui sont dues, qui nous donnent ce sentiment d'orage. Alors, il y a un certain nombre. Donc, ça veut dire que sur Terre, il y a énormément de phénomènes physiques qu'on pourrait utiliser comme instrument de musique, parce qu'ils vibrent. Et voilà quelques exemples. Alors l'orage, c'est un peu difficile à contrôler. Les aurores boréales, par exemple, si un jour vous avez la chance d'aller dans le nord et de voir des aurores boréales, vous verrez que c'est des grands rideaux qui bougent et qui crépitent. Et puis les dunes, le chant des dunes. Alors ça, je vais vous le montrer parce que c'est un de mes amis qui avait fait ce film, Stéphane Douady, là, qui est à l'école normale à la rue d'Ulm, au CNRS, et qui, avec ses collaborateurs, ont enregistré le son des dunes. Donc les dunes, qui sont des gros tas de sable, comme vous le savez, ils ont planté des micros dans les dunes, et puis ils ont tapé sur les dunes, ils ont glissé sur les dunes, et puis ça fait de la musique. Donc on va écouter quelques dunes parce que je trouve que c'est... Alors j'espère que ça va pas faire comme la pompe à vide. Hein. Bon, je ne demanderai pas à Pierre Thomas de commenter ce film. Donc si vous faites par exemple de la luge sur une dune, non, c'est pas le vent, c'est vraiment la dune. Et puis, ce que vous faites quand vous allez en vacances, vous marchez sur la plage, voilà ce que ça fait. Donc ça voudrait dire que, après ça, j'espère que vous marcherez tous en rythme quand vous irez à la plage. Hops. Alors, c'est là. Ce ne sont pas des chiens. Alors ça veut dire qu'on pourrait s'amuser à écrire un concerto pour plage ou pour dune. Voilà. Personne ne l'a fait encore. Si quelqu'un sait faire ça, ça peut être une idée. Bon, dans tous ces exemples, on a l'atmosphère, on a des objets solides qui peuvent permettre de transférer des ondes sonores. Il est clair que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'univers est principalement vide, donc on ne va pas avoir de son qui va nous arriver directement, mais il faut se rappeler que quand on écoute la radio, le son émis, la voix du présentateur ne nous parvient pas directement sous forme d'ondes sonores depuis la station de radio jusqu'à chez nous, puisqu'on a notre présentateur, cette onde sonore via un micro est transformée en onde électromagnétique, on prend une onde porteuse qui a une fréquence bien donnée, c'est la fréquence de la radio que vous réglez sur votre radio, donc on les multiplie, donc c'est ce qu'on appelle une porteuse, et puis cette onde électromagnétique se propage et elle va être captée par votre radio qui va retransformer de nouveau ce signal électromagnétique en onde sonore et qui parvient à votre oreille. Donc en fait, on a produit une onde sonore, on écoute une onde sonore, mais entre les deux, on a transformé ça en onde électromagnétique pour qu'elle puisse se propager. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant on va essayer de faire la même chose avec un certain nombre d'objets, et c'est exactement ce qu'on en a fait dans l'optique. Ici c'est le spectre électromagnétique, vous avez le spectre visible qui est une toute petite partie du spectre électromagnétique. Aujourd'hui on sait qu'il existe des ondes jusqu'aux ondes radio, des ultraviolets, des rayons X, et on a fait de nombreuses observations astrophysiques dans toutes ces bandes de longueur d'onde. Voici le Soleil vu dans différentes bandes de longueur d'onde. Eh bien notre œil est incapable de voir ceci. Si nous le voyons, c'est que cette observation a été transformée en fausse couleur pour être accessible à notre œil. Donc on a le droit, si on le fait pour la vision, on a le droit de le faire. Et donc on peut se poser la question, finalement, peut-on voir les sons, peut-on entendre les couleurs? Et là vous reconnaissez Narcisse et Echo. Donc Narcisse qui est un garçon très très bête, puisqu'il préférait s'intéresser à lui-même qu'à la charmante demoiselle qui est là, mais ça nous a laissé... Voilà. Donc, peut-on voir les couleurs, peut-on entendre les sons? Et les musiciens se sont posé la question très très tôt. Ici, c'est Charles Blanc-Gatti, qui est donc un musicien, un ingénieur aussi suisse,
qui en 1930 a inventé cet appareil qu'il a appelé un orgue chromatique. Alors l'orgue chromatique, c'est un appareil où tout autour, ici, vous avez les différents instruments de l'orchestre. Vous voyez les tambours ici, vous voyez, je ne sais pas si c'est des violons, là ici des violons. Et puis quand on fait passer de la musique, et en fonction de la hauteur des notes jouées par chaque instrument, il va leur associer une couleur. Si les notes sont graves, ça va être rouge. Si les notes sont aiguës, ça va être plutôt du bleu. Et donc, on peut écouter de la musique, et puis ça vous fait voilà, une sorte de ballet de couleurs. Donc il a inventé ça dans les années 30, il a écrit tout un traité autour de sa technique, et il a même rencontré Walt Disney, il lui a montré son truc, et puis comme vous le savez, Walt Disney a fait Fantasia, qui est basé sur ce genre de technique, ce qui a rendu Charles Blancati complètement furax, qui lui a fait, après la Deuxième Guerre mondiale, qui lui a fait un procès en lui disant qu'il lui avait piqué son idée. Donc ça, c'est la première idée, on peut s'amuser à faire ça. Aujourd'hui, vous avez, sur beaucoup d'ordinateurs, parfois vous écoutez de la musique, il y a des animations visuelles qui se font, ça utilise ce genre de technique. Alors réciproquement, il y a des peintres qui ont été énormément inspirés par la musique. Ici, c'est la fugue en rouge de Paul Klee. Alors Paul Klee, qui était aussi un violoniste, qui s'est énormément intéressé à la relation entre musique et art pictural. Et ici, vous voyez donc une fugue, des motifs qui se répètent, qui sont transposés. Et donc on a ces transpositions de motifs qui se courent les uns après les autres, et donc qui nous font des fugues. Et puis, il y a eu tout un développement. Donc, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot gamme chromatique, ça veut dire gamme de couleurs, et donc certaines personnes se sont amusées à associer chaque note à une couleur, donc vous avez une relation fréquence-couleur, et à faire des compositions avec ce genre de choses. Par exemple, Alexandre Scriabine, qui lui aussi avait un orgue à couleurs, ça c'est l'orgue à couleurs qu'a utilisé Scriabine, et en 1909, il a écrit une pièce qui s'appelle Prométhée, et qui a été créée en 1915, qui utilise cet orgue à couleurs. Et ça, ce sont les couleurs utilisées par Alexandre Scriabine. Et en fait, ce que les historiens nous racontent ensuite, c'est que il manque le C de Scriabine, je suis désolé. C'est que Scriabine avait ce qu'on appelle la vision colorée. Alors la vision colorée, c'est quelque chose que l'on commence à comprendre, c'est un phénomène de synesthésie, et finalement c'est le développement du cerveau, en général pour des gens qui commencent la musique très très jeunes, des zones des cerveaux qui ne devraient pas être en contact, par exemple la zone de la vue et la zone de l'ouïe, ont des neurones qui relient les deux, et donc ces gens par exemple, quand ils entendent un son, voient une couleur. Donc il y a beaucoup de gens célèbres, très célèbres, qui ont cette faculté. Par exemple Richard Feynman, qui est un grand physicien, lui avait la synesthésie, il voyait les nombres, les chiffres en couleur. Et donc il y a des mathématiciens qui voient aussi des formes géométriques en couleur, et ça peut les aider à faire certains raisonnements, parce qu'ils font des raisonnements intuitifs basés sur cette vision colorée, et qui ensuite ils sont capables de formaliser en mathématiques. Alors Olivier Messiaen a beaucoup travaillé aussi sur la musique, ça c'est une œuvre qui s'appelle La musique en couleur, et il nous explique que lui il compose comme on peindrait, c'est-à-dire qu'il met les sons les uns à côté des autres, et que ces sons, leur juxtaposition, permet de les mettre en valeur les uns par rapport aux autres, comme un peintre souligne une couleur par sa complémentaire. Donc il dit finalement c'est la même chose. Bon, alors ça c'était de la musique, maintenant on veut vraiment parler de l'univers. Alors je crois que j'ai trouvé la meilleure façon de parler de l'univers en musique. Il y a un chef-d'œuvre absolu. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur YouTube pour le voir ce soir ou dans la semaine. C'est ça. C'est le sommet de la vulgarisation scientifique, puisqu'en 1 minute 30, on vous raconte l'histoire de l'univers, et que c'est tout juste, et c'est très drôle. Donc voilà le texte ici. Alors il n'y a pas de traduction française, il faut vraiment aller l'écouter. C'est les Monty Python, mais c'est de la musique. Ils ont fait une chanson autour de l'univers qui est merveilleuse. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on peut trouver des objets que l'on peut utiliser pour faire de la musique? Alors on peut commencer par les rythmes. Il y a dans l'univers des objets qu'on appelle des pulsars. Alors ces objets ont été découverts en 1967 par une astronome, Jocelyn Bell de l'université de Cambridge, qui avait la propriété d'avoir une pulsation très très précise. Pendant quelques années, on pensait que ces signaux très précis ne pouvaient pas être des signaux naturels et qu'ils avaient été produits par des extraterrestres. Et d'ailleurs, le premier pulsar avait été appelé LGM1, ça veut dire Little Green Man numéro 1. Et ensuite, on a compris que ces objets étaient en fait
des étoiles à neutrons qui ont des champs magnétiques qui tournent très très rapidement. Et le balayage, le fait que ce champ magnétique se déplace, eh bien, crée des ondes radio. Et on peut détecter ces ondes radio par des radiotélescopes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une étoile à neutrons, c'est vraiment la matière à l'état nucléaire quasiment sur toute l'étoile. Si vous preniez une étoile de la taille du Soleil et que vous la transformiez en étoile à neutrons, elle aurait un rayon d'environ 10 km. Donc vraiment quelque chose de très très dense. Et on peut écouter ces sondes pulsars. Alors là, j'ai pris un exemple qui est le pulsar de Vela, qui se trouve dans l'hémisphère sud. Alors, il a été formé il y a 12 000 ans. Et vous allez voir, il a une pulsation de 11 par seconde, c'est-à-dire 11 Hertz. Écoutez Vela. Oups, Vela. Ça peut continuer longtemps et ça ne change pas beaucoup. Il faut savoir que les pulsars sont les horloges les plus naturelles, les plus précises de l'univers. On les utilise pour tester la relativité générale parce qu'en fait, cette période décroît lentement, en fait, pas dans ces pulsars-là, mais dans les pulsars binaires, décroît lentement en fonction du temps à cause de l'émission d'ondes gravitationnelles. Il y a deux personnes, Taylor et Hulse, qui ont eu un prix Nobel pour ça. C'était en 1992, si mon souvenir est bon. Et donc, ces objets-là sont utilisés pour tester la relativité générale. Parce qu'en relativité générale, ce qui est important, c'est d'avoir des horloges très précises, et donc on utilise des pulsars. Donc il ne va pas y avoir beaucoup de variations, mais n'empêche, ça a inspiré un compositeur qui s'appelle Gérard Griset, qui a travaillé avec Jean-Pierre Luminet, et ils ont créé une œuvre à partir de ce pulsar, le pulsar de Vela, qui s'appelle le Noir de l'étoile, et la première représentation avait eu lieu à l'Observatoire à Meudon. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé donc, le pulsar qui venait du radiotélescope, qui était écouté en direct. Et ici, ce sont les percussionnistes de Strasbourg. Et Gérard Griset avait écrit pour les percussionnistes de Strasbourg, donc avec pulsar imposé. Donc on peut écouter un petit morceau de ça. Ups. Vous reconnaissez le pulsar, c'est le même. Là, c'est une pièce qui dure aussi plusieurs minutes. Mais donc voilà, on peut utiliser ça comme un motif rythmique et puis créer autour de ce motif rythmique. Comme chaque pulsar a une signature particulière, on pourrait même s'amuser à prendre plusieurs pulsars et à les combiner. On a fait ça aussi avec Eddie Ladoire dans notre pièce. On a même créé des faux pulsars qu'on mélange à des vrais pulsars. Comme ça, on ne sait plus qui est qui. Alors on a pris des ondes radio qui se sont propagées comme ondes électromagnétiques, on les a transformées en sons. On pourrait utiliser au lieu d'ondes électromagnétiques d'autres types d'ondes, par exemple des ondes gravitationnelles. Donc avoir des phénomènes physiques qui produisent des ondes gravitationnelles, ces ondes gravitationnelles se propagent jusqu'à nous. Un jour, nous aurons des détecteurs d'ondes gravitationnelles, on pourrait les transformer en sons. Alors voilà ce que ça pourrait donner. Alors là, ici, ce sont des simulations numériques parce que nous n'avons toujours pas détecté d'ondes gravitationnelles. Alors ce qu'on a, c'est ici, on a deux objets qui sont deux objets massifs, deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs, qui vont commencer. Donc ils sont en mouvement circulaire l'un autour de l'autre. Donc il y a un mouvement à deux corps qui est comme ceci. S'ils ont la même masse, ils tournent autour de leur centre de gravité. Et puis ils émettent des ondes gravitationnelles, ils perdent de l'énergie, donc ils ne restent pas sur la même orbite. Ils vont se rapprocher et le mouvement va s'accélérer en même temps qu'ils s'approchent. Donc on va avoir de plus en plus d'ondes gravitationnelles. Donc vous voyez, la fréquence des ondes gravitationnelles va augmenter et puis leur intensité va augmenter aussi, jusqu'au moment où il va y avoir un collapse gravitationnel. Et puis là, on va former un seul objet, un seul trou noir, et ce trou noir va tout de suite éjecter en fait toute l'information pour rester simplement décrit par sa masse, sa charge et son moment angulaire. Et donc c'est la phase qu'on appelle de ring down, et après il ne se passe plus rien. Donc là j'ai trois exemples. Alors c'est la capture d'un trou noir de 10 masses solaires par un trou noir d'1 million de masses solaires.
Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Au moment où on n'a plus qu'un seul trou noir, on ne peut plus rien entendre. D'accord ? Il n'y a plus d'ondes gravitationnelles qui sont émises, c'est fini. Alors le début de la phase de spirale, j'ai appelé ça inspiralante, je pense que c'est un anglicisme énorme, mais bon, je ne connais pas le mot français. Donc la phase de spirale, le début de la phase de spirale, alors où je suis... Voilà. Ouh, voilà. Il est là, alors je peux le dire, il y a Michel Cassé, il appelle ça, il dit que les deux étoiles à neutrons se donnent le baiser de la mort, c'est ça? C'est comme ça que tu dis, Michel? Ouais. Et c'est très beau. Donc on voit bien, et là, le son décrit exactement ce phénomène, c'est-à-dire on voit que la fréquence augmente, que l'intensité augmente, et puis qu'à un moment, hop, il se passe un phénomène catastrophique, et puis après, il n'y a plus rien. C'est exactement ça. Alors, où est-elle? Voilà. Ça, c'est la fin de la phase. Voilà. Bon. Donc on peut jouer avec les trous noirs. Et donc avec Eddy, on s'est amusé, on a créé une sorte de fugue pour trous noirs. On a utilisé ces signaux, on les a... Et alors ce qui est marrant, c'est que vous avez vu, il y avait une cabine, en fait, je ne peux pas vous le faire écouter parce que ça s'écoute dans une cabine où le son est spatialisé. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est débrouillé pour que le son tourne aussi, et puis la phase, le bup, en face se fasse sous vos pieds. Donc physiquement, vous ressentez ce truc qui se forme, ça c'est marrant. On essaiera de le faire venir à Florence un jour aussi. Bon, alors tout à l'heure Bruno a parlé de Sylvie Vauclair, et c'est vrai, elle a beaucoup popularisé cette idée que les étoiles vibrent, hein, c'est de la sismologie, on a des ondes de pression dans les étoiles que l'on est capable d'observer et faire soit de l'héliosismologie si on observe le Soleil, soit de l'astérosismologie. Donc ce sont en gros des tremblements de terre, si vous voulez, quoi. Ce sont des ondes de pression de cette boule de gaz, et donc les propriétés de ces vibrations vont dépendre de la masse, de la température, de la composition chimique de l'étoile, et donc chaque étoile va vibrer de façon différente. Et on peut donc, à partir de ces observations, ce sont des modes de vibration, à partir des différents modes de vibration, de leur amplitude, de recombiner tout ça pour essayer d'entendre la vibration, ces ondes sonores. Alors, ici, c'est voilà, une étoile, je crois qu'elle est à 150 000 années-lumière. Mais... voilà, c'est un gros tambour. En voilà une autre. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, il y a des gens qui se sont amusés à utiliser des catalogues d'étoiles comme ça, qui ont été observés en sismologie et qui ont écrit une pièce qui s'appelle Stellar Music numéro 1. Donc c'est pour étoiles. Donc en concert, c'est un peu difficile. Mais voilà, avec plusieurs étoiles, on peut s'amuser à combiner les sons et créer une pièce musicale. J'ai pas réussi à trouver quoi. Voilà, ils en parlent et on ne peut pas l'écouter malheureusement. Et j'ai pas pu me procurer son enregistrement. Ce sont les étoiles. Alors moi je fais de la cosmologie et il y a un moment mais extraordinaire, c'est qu'au début de l'univers, quand il était chaud et dense, l'univers, la radiation et la matière qui était ionisée étaient couplées, il y avait vraiment des ondes de pression qui se propageaient dans l'univers. Elles sont maintenant mondialement célèbres parce que vous avez tous vu les images de Planck. Ceci représente la trace des ondes de pression qui se propageaient dans ce plasma où la radiation était couplée à la matière avant le découplage, donc avant 380 000 ans, avant le Big Bang. Donc c'est ces vibrations qui vont donner ensuite, par évolution gravitationnelle, les grandes structures, les galaxies, les amas de galaxies.
Il y a un fil noir de main par Alain Riazuelo, qui était là tout à l'heure, qui est mon petit frère, il a fait sa thèse avec le même directrice de thèse juste après moi, qui va vous parler de la physique de ce truc-là, il va vous expliquer, il appelait ça la symphonie cosmique d'ailleurs, donc c'est pas pour rien. Et donc il y a vraiment des ondes sonores, donc l'histoire de l'univers. Avant 380 000 ans, ici, nous avons les protons et les électrons qui ne peuvent pas être appariés, donc un plasma, et la lumière qui interagit avec les protons et les électrons. Il y a aussi quelques noyaux d'hélium qui sont là. Et puis, cette recombinaison, et à partir de ce moment-là, une chute de la pression, et donc on n'a plus ces modes de vibration, mais on voit leur empreinte dans la température du fond diffus cosmologique. Alors ça, c'est une carte. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est décomposer cette carte en modes, et regarder tous les modes de vibration et leur amplitude respective. Alors c'est ce qu'on fait. Vous avez peut-être vu, j'aurais dû la mettre, cette courbe il y a une courbe qui va toujours avec cette carte dans les journaux, qui est une sorte de courbe en cloche comme ça. Vous l'avez vu cette courbe ? Cette courbe, c'est la puissance par mode de vibration. D'accord ? Et ça, on est capable de le calculer et de le prédire. Alors, on peut le faire de façon visuelle aussi, c'est prendre chaque mode, alors on les appelle L, les modes. Le mode L égale 2, c'est un dipôle, un octopôle, et ainsi de suite. Un quadrupôle, un octopôle. Et donc, voilà les différents modes de vibration qui correspondent à cette carte. Planck est capable d'aller jusqu'à un multipôle de 2000, environ 2000, 2200. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup d'informations dans ces modes de vibration. Et voilà l'équivalent, si vous preniez un instrument de musique, eh bien vous pouvez faire vibrer votre instrument de musique différemment. Vous allez regarder comment vibre cet instrument et vous avez des figures de vibration qui sont finalement très très similaires à celles de notre univers, de la matière contenue dans notre univers, qui vibre avant cette recombinaison. Donc est-ce qu'on peut à partir de ça entendre la forme de l'univers ? Et en fait, quand on avait travaillé avec Roland et Jean-Pierre Luminet et aussi Alain Riazuelo sur la forme de l'univers, eh bien l'idée qui était derrière ça était similaire à celle d'un instrument de musique. Si on a une topologie, on change les conditions au bord, et donc il y a des modes qui ne peuvent pas exister. Donc s'il y a des modes qui ne peuvent pas exister, on peut a priori être capable de le détecter ou de le contraindre. Et donc l'univers, si on était capable de transformer ça en son, sonnerait différemment parce qu'on empêche certains modes de l'univers de vibrer. Alors, voilà le fond diffus cosmologique. Si maintenant vous transformez ces signaux électromagnétiques en son, voilà ce que vous entendriez. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Oups. Ouh. Voilà. Donc en fait, quand ça change de note, ça change de point. Chaque point a une température différente, donc c'est associé à un spectre différent. Mais c'est des notes. C'est des notes, ça veut dire que c'est associé à une vibration bien précise, et ça c'est lié au fait qu'on a ce spectre de corps noir dans chaque direction. Alors ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette note. Alors ça, j'ai piqué à mes collègues du signal de Planck. Voilà le signal de Planck. Ça, c'est ce que un détecteur de Planck mesure. Bon, aller faire de la physique avec ça, c'est pas facile. Donc ça, c'est ce que Planck mesure. Planck mesure ça parce qu'il y a plein de bruit. Il y a plein de signaux parasites qui cachent cette image-là. Donc, à quoi ressemble le bruit ? Le bruit ressemble à ça. C'est pas très différent. Mais si on fait la différence, alors on ne fait pas juste moins comme ça, c'est tout un algorithme de traitement de données qui est assez complexe, mais en gros on fait la différence entre le signal et le bruit, et voilà ce qu'on obtient. Pourquoi je suis complètement... C'est parce que je suis renversé. Voilà. Ah. Là on voit qu'il y a de l'information, parce qu'il y a vraiment une note. Il y a un peu de grésillement, c'est qu'on n'a peut-être pas très bien travaillé, mais il y a quand même une note. Et donc, c'est ce qui est fait. Le traitement de données pour obtenir cette carte, c'est exactement ce genre de traitement qui est fait. On doit supprimer toutes ces interférences qui sont dues à l'émission électromagnétique de notre galaxie, de la poussière, et ainsi de suite, pour avoir ce son qui est quasiment ce son pur de notes, qui est celui de notre univers. Bon, alors les notes en musique, ce sont des points. Vous savez, des points avec des petites queues. Et puis les étoiles, ce sont des points. Alors on peut jouer avec ça. Il y a des gens qui ont joué avec ça. Voici une carte du ciel, voici une constellation. Il y a des gens très célèbres qui se sont amusés à faire des compositions à partir de ça, comme John Cage par exemple. Alors voilà la façon dont John Cage écrit la musique. Ne me demandez pas de traduire parce que je n'y comprends rien. Si vous êtes musicien et qu'on vous demande de jouer ça,
eh bien, vous vous débrouillez. Donc il a tout un truc, donc il a appelé ça Atlas Eclipticalis. Donc quand même, voilà donc une page de John Cage, et ça a été utilisé par d'autres personnes comme David Bedford. Ça c'est un truc qui a été écrit pour la commémoration de l'observatoire de Greenwich en Angleterre. Philippe Glass a fait toute une composition autour d'Orion. Olivier Messiaen s'est amusé à faire un truc très marrant. Il a, dans Éclair de l'au-delà, il y a un morceau qui s'appelle le Sagittaire, et sur scène, l'orchestre se met comme la constellation du Sagittaire. Je ne sais pas si ça améliore les choses, mais c'est comme ça qu'il a fait. Donc ça, on peut s'amuser à écouter voilà, ce genre de choses. On n'entend pas bien. Tu peux monter ? Vous suivez tous. D'accord, vous avez tous suivi exactement ce qui se passait. Donc on peut jouer, c'est-à-dire qu'on peut jouer, si on a des points, on peut s'amuser. Alors c'est vraiment un jeu. Nous on avait fait un autre jeu, on s'était amusé, ça c'est une carte de distribution des galaxies, donc vous voyez les galaxies se mettent le long de filaments, il y a des grands vides, et puis en fait on a pris ces images-là et on les a considérées comme des accords. Ça on a dit que c'est le temps qui passe, et puis on a pris que c'était des accords, et puis on les a joués. C'est horrible à entendre, donc je ne vais pas vous le faire écouter, mais on peut s'amuser à le faire. Mais il y a des moments où il y a des trous, et en fait, on voit bien que c'est lié à ces structures-là. Peut-être tout à l'heure, si vous êtes gentil, on verra. Et ça aussi, on s'est amusé à jouer les constellations. On peut s'amuser à jouer les constellations, et c'est très intéressant. C'est très marrant. Alors maintenant, est-ce qu'on peut entendre les théories physiques ? Est-ce qu'on peut entendre les théories physiques ? Regardez, ça, c'est une belle théorie physique. Est-ce que vous reconnaissez cette théorie physique ? Est-ce que quelqu'un reconnaît cette théorie physique ? C'est pas marqué dessus ? Il y a marqué 7 thèves, là, ça vous inspire pas ? Ah, regardez, c'est marqué là. Voilà, c'est le boson de Higgs, ça. D'accord ? Donc ce phi là, c'est le boson de Higgs, et ça c'est le potentiel du boson de Higgs qui va donner la masse ensuite aux particules. Et vous voyez, il y a un couplage. Ça, ce sont les champs de jauge là, ici, ils vont se coupler. Bon, bref, c'est une théorie physique. Et vous voyez, les gens, ils font des petits diagrammes comme ça. Et bien ça, si vous allez dans la grotte de Lascaux, il y a des diagrammes comme ça. On était à Pêche-Merle avec mes enfants l'autre jour, il y avait des triangles et des ronds comme ça. Ça ressemblait à ça. Ben pour un physicien, ça, c'est un diagramme de Feynman et ça a une grande signification, c'est un calcul. Donc on peut s'amuser aussi à faire des choses avec ça. Voilà, ça c'est un de mes héros en musique, c'est Edgar Varèse, un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Et lui a utilisé, c'était le développement de la mécanique quantique, il a écrit une pièce qui s'appelle Ionisation. Et vous voyez, c'est la façon dont lui écrit la musique. Si je vous donne un spectre, j'ai mis à côté un spectre de quasar, par exemple, et ça c'est un spectre de quasar. Ça ressemble quand même pas mal. Je pense que si vous êtes capable de jouer ça, que je vous donne des spectres comme ça, vous êtes capable de les jouer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on a compris avec le développement de la mécanique quantique, c'est que finalement tout était vibration. Avant la mécanique quantique, on considérait les particules et les ondes comme des choses séparées. On s'est rendu compte que ce n'était que deux aspects des mêmes objets, et que donc les particules sont aussi des ondes, et donc que tout vibre. Donc si tout vibre, bah, finalement tout est en train de faire de la musique. Et je trouve que c'est très intéressant ce que dit Varèse ici, et puis de dire que finalement lui, il ne sait pas s'il appelle ça de la musique, mais il appelle ça du son organisé, et il ne s'appelle pas un musicien, mais un travailleur en rythme, en fréquence et en intensité. Donc vraiment un expérimentateur en physique, c'est exactement ce genre de choses qu'il fait aussi. Donc on peut... Est-ce que j'ai mis ça ? Oui, je vous ai mis un petit morceau parce que c'est tellement beau. Donc c'est l'ionisation de l'atome d'hydrogène. Donc vous êtes dans l'atome d'hydrogène et c'est beau. Non, mais c'est pas ça qu'on veut. Je vais sauter un peu. C'est bien vers la minute 2 en fait.
Je vous l'arrête là, il faudra l'écouter, c'est merveilleux. Donc vous imaginez bien le pauvre électron qui est là, et on sent qu'il est bousculé par la radiation, il essaie de s'arracher, il veut rester, il y a des sirènes, c'est l'horreur. Et voilà, bref. Donc, comme je vous disais, tout est vibration, et aujourd'hui, on pense que les théories les plus fondamentales, la plus fondamentale, celle qui représenterait la gravitation quantique et qui unifierait les théories, le modèle standard de la physique des particules et la relativité générale, serait la théorie des cordes, et ces cordes, elles vibrent, et leur vibration, eh bien, finalement, ce sont nos particules, c'est la gravitation. Et donc, si cette théorie s'avère être une description correcte de la réalité, eh bien finalement, de façon sous-jacente, ce ne sont que des cordes qui vibrent. Donc ça serait encore plus, vraiment, on pourrait vraiment faire de la musique si on avait ces théories-là. Voilà, donc le Big Bang a aussi inspiré des grands compositeurs. Stockhausen avait rencontré Georges Gamow qui lui avait parlé de son modèle d'univers cyclique, et à partir de ça, il a créé cette pièce qui s'appelle Ilem. Et vous voyez, voilà, ça c'est la couverture de son disque. Ça représente, c'est très semblable à l'ENSO dont je vous ai parlé hier, des zen, à l'Ouroboros cosmique qu'on utilise aujourd'hui en cosmologie des cordes, et puis donc à cet univers cyclique où un Big Bang, un univers s'étend à partir d'un Big Bang pour atteindre une expansion maximum et se recontracter dans un Big Crunch et finalement redonner un Big Bang. Alors aujourd'hui, on sait que notre univers n'est pas un de ces modèles-là, mais dans les années, c'était 48-50, eh bien, il y avait encore cette possibilité d'ouverte. Et donc ça a inspiré Stockhausen. Et il y a un certain nombre de grands compositeurs qui se sont amusés à faire ça. Voilà un compositeur français qui est merveilleux, qui s'appelle Bernard Parmigiani, qui a écrit une œuvre qui s'appelle La création du monde et qui est inspirée en fait des théories du Big Bang, ou Christophe Penderecki qui a écrit Cosmogonia. Donc on en a aussi beaucoup d'autres, mais c'est juste voilà, pour vous dire que ces gens ont entendu parler, ils ont lu dans la presse le Big Bang, le machin, et ça les a inspirés pour créer des œuvres. Bon voilà. Donc à la fin on a quand même ça, et ça c'est aussi une symphonie, c'est une symphonie de points, de couleurs, c'est celle qui nous émeut quand on fait de l'astrophysique et de la cosmologie. Et puis comme vous le savez, la musique c'est vraiment... hier on a parlé de ce livre, c'est des variations sur un même ciel. On a essayé de vous faire passer ce message que finalement le ciel, chaque culture y projette finalement ce qu'il est dans ce ciel. Chaque civilisation va définir ses propres constellations, y passer sa propre mythologie pour finalement s'approprier ce ciel. Et bien en fait, on a fait la même chose avec la musique parce qu'on a envoyé en 1977 des sons dans lesquels il y avait des disques. Alors sur ces disques, il y avait... des messages amicaux en une soixantaine de langues parlées à la surface de la Terre, des enregistrements du vent, des vagues. Il y avait un message du président Jimmy Carter. Ça intéresse les extraterrestres, je pense. Et puis il y avait surtout de la musique. Et voilà la liste de musique que nous avons envoyée dans l'espace. Donc si un jour des extraterrestres reçoivent ce disque, l'écoutent, et bien voilà ce qu'ils seront capables d'écouter. Donc vous voyez, il y a beaucoup de musique, je ne sais pas comment on appelle ça de la musique ethno, quoi, c'est de l'ethnomusique, je ne sais pas, c'est de la musique du monde. Vous voyez, de la musique de Java, du Zaïre, de l'Australie. Et en ce qui concerne la musique occidentale, si vous regardez bien, si j'ai bien compté, Bach est médaille d'or avec 3 compositions. Ensuite, c'est Beethoven avec 2 et Mozart avec 1. Et le plus moderne, c'est Stravinsky. Ce qui prouve que les gens qui ont fait cette liste étaient un petit peu déjà dans le passé. Parce que 1977, la musique avait été bien au-delà de ça. Mais je pense que c'est exactement comme le ciel. C'est-à-dire que si je vous montre la musique que j'écoute, ça vous parle de moi, ça ne vous parle pas de la musique. Et quand je vous parle du ciel, ça vous parle aussi de moi et pas simplement du ciel. Voilà. On va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Vous nous avez fait écouter de très belles musiques, mais ces musiques, évidemment, ne sont pas obtenues telles quelles. Il y a un traitement entre le signal que vous captez et la musique que vous faites. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu tous ces traitements? Par exemple, moi j'ai déjà glissé sur du sable, j'ai jamais entendu ce que vous nous avez fait entendre. Ah non, parce que pour écouter ça, il faut beaucoup de travail. Donc il y a eu un disque, le chant des dunes,
Si mon souvenir est bon, le premier disque date d'il y a une dizaine d'années. C'est une équipe du CNRS, des gens de l'école normale de la rue d'Ulm et de l'ESPCI aussi à Paris, qui ont fait ce travail. On savait qu'il y avait des vibrations, personne n'avait été capable de les enregistrer, et eux ont travaillé pendant plusieurs années pour aller planter des micros, des détecteurs dans les dunes, et puis voir comment il fallait faire pour enregistrer ce signal. Et ça leur a demandé plusieurs années de recherche. C'est la même chose pour n'importe quelle observation. Si vous voyez une carte du ciel, eh bien, il y a toujours un traitement derrière, tout est traité. Mais on a les données brutes. On a les données brutes et ensuite on cherche une observation. Si vous voulez vous amuser à utiliser du signal brut, bah c'est un peu comme le signal de Planck. Ça va être, en général, la partie intéressante est cachée sous beaucoup de bruit. Mais pour les dunes, voilà, c'est vraiment, ils ont planté des micros. Donc toute la stratégie, c'était de savoir où planter les micros et puis quel type de micro, parce qu'on n'avait aucune idée du type d'onde, de leur fréquence, de leur amplitude. Et ça leur a demandé plusieurs années pour le faire. Et ça, vous pouvez chercher. Donc c'est Stéphane Douady. Il y a aussi, je ne me rappelle plus du nom des autres, mais c'est Stéphane Douady qui a beaucoup popularisé en fait cette mesure-là. D'autres questions ? Oui, est-ce que tu peux nous faire écouter le truc que tu as dit que c'était trop horrible tout à l'heure? Vous l'aurez voulu, hein. Dis-moi, il y a un truc très important là, d'ailleurs, c'est dans... Alors, on va commencer par le moins horrible, par le Sagittaire. Alors oui, ça j'ai utilisé, d'abord comment j'ai fait. Donc pour l'image du bas, il y a un Japonais qui a fait un petit logiciel que vous trouvez gratuitement sur Internet qui est merveilleux. Il a réalisé que quand vous prenez une image JPEG ou quelque chose, chaque pixel vous donne 4 nombres. Il vous donne alors moi je suis daltonien, mais le rouge, le bleu, c'est quoi? C'est rouge. Ouais, RGB, quoi, voilà. Les couleurs se mélangent dans ma tête. Le RGB qui vous donne finalement la couleur de votre pixel. Et puis il y a un niveau de gris qui vous donne à quel point il est lumineux. Et donc lui, il s'est amusé à faire un logiciel qui joue des images. Vous prenez une image, la photo de vos enfants, je sais pas, voilà, ce que vous préférez. Vous la mettez, vous changez la résolution pour avoir le nombre de pixels que vous voulez, ce qui va donner la longueur du morceau. Et puis il joue l'image. Et puis pour chaque pixel, à partir des 3 RGB, il va faire un accord. Vous pouvez même choisir les instruments que vous voulez. Et à partir de l'amplitude, ça va donner la durée du son. Alors parfois, c'est très marrant parce que parfois ça donne des trucs horribles, parfois ça donne des trucs qui sont beaux. Alors j'ai joué la Joconde c'est merveilleux. Je sais pas pourquoi, hein. Franchement, il n'y avait aucune raison pour ça, mais... Alors ça, c'est ce que j'ai utilisé son petit logiciel et j'ai joué ça, c'est ça, donc vous voyez, c'est Orion. Il se passe des trucs, quoi. Ok. Donc ça, c'est... Voilà, ça dure un certain temps. Donc ça, c'est Orion. Et ce qui est marrant, c'est que si vous prenez toutes les constellations, et en fait, au bout d'un moment, vous arrivez à les reconnaître, simplement comme ça. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que par rapport au projet initial, c'est ça l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment, j'arrive à reconnaître des objets? Et en fait, en travaillant beaucoup, on avait fait toute une banque on avait fait le même traitement pour chacune des constellations, et puis on arrivait à les reconnaître, en s'entraînant un petit peu, donc ça veut dire qu'on pouvait, on aurait pu en parler, même sans les voir. Bon, alors ça, ce que j'ai fait, donc ça c'est la distance, quoi, c'est l'éloignement à la Terre. Et donc on a une carte de galaxie, plus il y a de points, plus il y a de galaxies, donc vous voyez les grands amas, des vides. Et donc j'ai considéré que chaque colonne c'était un accord. Donc je peux vous dire, donc si vous voyez le nombre de points qu'il y a sur une colonne, ça va faire un peu du cluster, mais par exemple si vous connaissez des compositeurs comme Christophe Penderecki, il a écrit des morceaux comme un qui est merveilleux, qui s'appelle Train aux victimes d'Hiroshima. Si vous regardez, eh bien, il peint sur les portées des continuums de notes. Et il demande à des violons de jouer ça, et c'est merveilleux. Donc ça parle de ce qui s'est passé quelques secondes après la bombe d'Hiroshima. Donc il y a un peu ce côté cluster de notes, et voilà ce que ça fait. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si le cluster des notes reproduit le cluster des galaxies. Bon, à vous de dire. Où est-ce que c'est ?
j'arrête. Parce que l'univers c'est grand, alors... Ah, on est dans les grands vides là. On est dans les grands vides. Voilà. Bref, vous pouvez vous amuser tant que vous voulez. En fait, ce petit truc-là, je l'ai composé avec Mathematica. Ça, c'est un logiciel de calcul. C'est fait pour faire des calculs mathématiques. Et en fait, on peut s'amuser énormément. On peut jouer des fonctions mathématiques, des équations différentielles, des schémas, tout ce que vous voulez. Il faut juste se donner des règles. Mais comme les images en fausse couleur, ce sont aussi des règles, ce ne sont pas les vraies couleurs. Parfois, on fait des images on ne voit rien. Parfois, on voit des phénomènes physiques parce qu'on repère des choses. Bah, c'est un peu la même chose. Parfois, ça donne quelque chose, parfois, ça donne rien. Il n'y a pas de règle absolue pour dire ça va être bien ou ça ne va pas être bien. Mais c'est juste, il faut s'amuser, quoi. Donc, c'était aussi une façon de jouer avec plein d'observations, plein de théories qu'on avait, de se dire finalement, ça ressemble à quoi si on l'écoute. Voilà. Donc, vous pouvez faire la même chose. Hein, c'est vraiment... Voilà. Oui. Le Sagittaire, dit monsieur. Est-ce que vous avez le Sagittaire, monsieur? Ah, le Sagittaire, non, j'ai pas le Sagittaire. Il n'y a pas le Sagittaire. Ah. Parce que ça doit être son signe du zodiaque. Ah, d'accord. Non, mais on peut s'amuser pour Florence l'année prochaine, de se faire un... Il y a une question ici, Jean-Philippe. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt deux commentaires que je voulais partager avec vous. La première, en fait, dans le genre de musique qui s'inspire de phénomènes physiques, vous connaissez peut-être... les compositions que Steve Reich a fait, oui, Different Faces, qui aurait été intéressant aussi de rajouter à votre catalogue de compositions. Oui, tout à fait. Steve Reich est aussi dans ce genre d'idée d'utiliser des enregistrements de phénomènes naturels pour faire des compositions. Donc, il y a Different Trains, par exemple, qui est un truc extraordinaire, où il enregistre des trains. Donc c'est un voyage en train et qui raconte une histoire. Bon, vous pouvez imaginer laquelle, qui commence en Allemagne et qui finit aux États-Unis. Et il utilise beaucoup donc, ces compositions pour enregistrement et orchestre. Oui, et il fait aussi, en fait, il prend une séquence et il la joue, il la superpose et il joue la séquence à des tempos très légèrement différents, de telle manière qu'on entend l'évolution des décalages et ça produit des choses amusantes. Et alors la deuxième chose que je voulais partager avec vous, une question intéressante, c'est de se poser la question de savoir pourquoi, en fait, nous aimons la musique. Et pourquoi Parce que j'ai lu un livre là-dessus qui était très intéressant, qui disait que c'est une spécificité apparemment de l'être humain d'éprouver du plaisir à entendre certains sons, que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à l'aide des théories de l'évolution, parce qu'il n'y correspond aucune finalement nécessité qu'on peut expliquer par la théorie de l'évolution, un avantage évolutif à cette sensibilité. Et finalement, dans ce livre, il venait avec une thèse un peu provocante en disant que le cerveau humain avait quelque part développé une aptitude à se procurer lui-même du plaisir. Alors c'est possible, je n'en sais rien. Ceci dit, ici dans le département, je connais des gens qui gavent les canards en leur passant de la musique. Donc ça, je ne sais pas. Moi, j'avais lu il y avait un petit livre de Jean-Luc Nancy aussi qui se posait la question. Et lui, son interprétation est un peu différente. Ce qu'il expliquait, c'est que finalement, quand nous sommes dans le ventre de notre mère, en fait, nous sommes baignés dans un liquide, les gens parlent autour. Et finalement, la seule chose qui nous arrive, ce n'est pas vraiment les mots tels qu'on les comprend. Lui, il interprète ça, il dit simplement, c'est le phrasé, le mélodieux d'une langue, ce qu'on appelle la prosodie. Il dit, en fait, pendant 9 mois, on est baigné dans ces sons. Et que peut-être c'est ça, c'est le souvenir de ces sons et que ça nous parle à finalement cette proto-langue avant de devenir vraiment une langue et que chaque culture, finalement, chaque langue a ses intonations, ses mélodies. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment pourquoi. Je pense qu'il faut juste accepter que la musique, c'est un art un peu à part, c'est-à-dire que c'est vraiment un art complètement abstrait, on n'en parle pas, on l'écoute et puis ça nous fait plaisir. Et parfois, les gens aiment ou n'aiment pas. Et puis, ça ne se discute pas trop, ça c'est aussi... Mais je ne sais pas trop pourquoi, voilà. Si quelqu'un a une idée là-dessus. Justement, est-ce que le plaisir à écouter de la musique ne serait pas le plaisir à percevoir des harmonies, des structures régulières avec des variations diverses, et du même ordre que quand on observait le ciel, on voyait des harmonies. Quand on observe des structures mathématiques dans la nature, on apprécie les harmonies, c'est-à-dire avoir
une impression de comprendre quelque chose, et comme spécificité de l'intelligence humaine. Ben ça c'est, je sais pas. La seule chose que je pourrais dire, il y a quelqu'un, un très grand auteur qui s'appelle Jorge Luis Borges, qui disait que si le monde n'avait pas d'ordre, il serait invivable et qu'il faudrait en inventer un. Et je pense que c'est vrai, on a besoin d'ordre autour de nous, on a besoin de ces lois de la nature qui sont, comme le disait hier Étienne Klein, dans le changement, ces lois qui sont immuables au-delà du changement et qui nous permettent d'avoir prise sur le monde qui nous entoure. Alors c'est vrai que quand on écrit une théorie physique et qu'on trouve ces choses qu'on va appeler harmonieuses, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une sorte d'adéquation entre ce qu'on écrit sur notre papier, sur des formules mathématiques, et puis des phénomènes qui sont en dehors, et on a l'impression d'avoir prise sur eux. Et ça, quelque part, je pense que ça nous donne à la fois beaucoup de joie et beaucoup d'assurance. Alors, est-ce que ça nous donne du plaisir? J'en sais rien. Mais c'est vrai que parfois, quand vous comprenez un petit truc, Michel, tu ne vas pas me contredire là-dessus, je pense, on a un grand plaisir. C'est-à-dire vraiment, oui, ça peut être une jouissance parfois d'avoir compris quelque chose, de voir le petit déclic qui fait « Tiens, ça marche ». C'est un truc tout con. Et ça vous donne un grand plaisir. C'est rare et ça vous donne un grand plaisir. Après, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? J'en sais rien. Mais ça a été utilisé par beaucoup de grands scientifiques comme guide. Ce n'est pas une preuve que ça va marcher. Et l'exemple caricatural, c'est Albert Einstein qui expliquait comment il avait été guidé par les beautés de ses constructions. Mais ça ne parle qu'à lui finalement, cette beauté. Parce que pour beaucoup de gens, c'est tellement compliqué, tellement abscon que c'est pas beau. Et il faut une certaine éducation pour voir le beau. Mais comme dans cette musique, parce que c'est vrai que si on prend de la musique contemporaine et qu'on n'en a jamais écouté, au début on a du mal. Il faut s'éduquer et puis on écoute et puis on voit des structures. Et après on trouve un certain plaisir à écouter ces musiques-là. Donc je pense que c'est un peu similaire d'une certaine façon. Donc on est beaucoup à dire que voilà, les choses sont simples, sont belles, avec ce cortège de mathématiques, mais on s'est habitué à ces objets-là. Et finalement, une fois qu'on les connaît, ça nous permet de naviguer dans ces univers-là et de s'y sentir bien finalement. Voilà. Et c'est une question? C'était une question, c'était d'abord une remarque à propos de l'harmonie et du plaisir qu'on a à écouter des harmonies. Tout d'abord, votre exposé m'a fait penser à une découverte de Joël Sternheimer sur les protéodies, c'est-à-dire que les protéines, quand elles se forment, émettent un son selon tel ou tel acide aminé qui se fixe, et ça fait une mélodie quand une protéine se forme, et en jouant par exemple aux plantes telle ou telle mélodie qui favorise telle ou telle protéine, on arrive à stimuler la plante, et voilà, c'était une correspondance entre la musique et la vie qui était vraiment qui m'a permettait de dire que c'était pas que quelque chose d'abstrait, la musique, et qu'on le vivait vraiment en nous. Et il y avait un exemple de O Sole Mio, je crois, qui comportait une mélodie qui stimulait quelque chose chez les tournesols. Et par conséquent, la question, c'est quelque chose qu'on avait déjà trouvé, une mélodie qu'on avait déjà écrite, mais qui correspondait à quelque chose de réel. Et ma question était de savoir si, parmi les mélodies que vous découvrez, il n'y en a pas qui ont déjà été pensées ou imaginées par hasard? Ah, alors c'est ça, j'en sais rien. Toutes les musiques que vous avez écoutées, ont été composées par des compositeurs, donc ça, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Moi, je ne suis pas compositeur du tout, mais il faut... je ne sais pas si est-ce que toutes les musiques existent. C'est un peu comme les mathématiques. Est-ce qu'on les invente ou est-ce qu'on les découvre? Je pense que c'est un peu la même chose finalement. Est-ce que ça préexiste et que le compositeur est là et que de temps en temps ça lui tombe dessus, ou est-ce qu'il invente quelque chose? Est-ce qu'il invente un langage? J'ai pas de réponse à ça, mais il faudra me donner votre référence de cette mélodie des protéines, parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est vraiment voilà, c'est surprenant. C'est un truc dont on devrait avoir entendu parler ici pour les tournesols. Pour les tournesols, tu parlais des canards. Il y en a beaucoup, canards, tournesols, il y a un truc à creuser là. Ouais. Mais ça me fait penser, on peut peut-être, juste parce qu'il y a je ne sais pas si vous connaissez Matthias Fink.
Patrice Fink, qui est quelqu'un de très sérieux, hein. Il est à l'Académie des sciences, il a dirigé le SPCI. Il s'intéresse beaucoup à la propagation du son, il a travaillé sur les phénomènes qu'on appelle de renversement temporel. Donc il prend des milieux désordonnés, il met des micros, et puis il enregistre le son qui sort de... Donc si par exemple vous faites ce son-là, il a mis des micros tout autour de cette salle, et puis il les enregistre, il les repasse à l'envers, et donc si on repasse à l'envers, il y a un moment où il y a un son, on ne va rien faire, et puis ici ça va faire ça. Le son se recompose ici. Et donc il a beaucoup travaillé sur l'application de ces mécanismes-là. Et en ce moment, il travaille avec des médecins. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans notre corps, c'est un milieu solide et liquide. Il y a plein d'ondes qui se baladent. Et que parfois, vous savez, quand on ne se sent pas bien, qu'on est malade, on ne sait pas, on sent... on dit cotonneux, des choses comme ça, eh bien ils se sont rendus compte qu'il y avait des modifications des propriétés de notre corps qui se modifiaient un petit peu et que la façon dont le son se propageait dans notre corps était modifiée. Et que donc finalement, vous pouviez avoir, je ne sais pas, mal quelque part, mais il y avait que ça affectait votre corps global. Et maintenant, ils travaillent avec des médecins sur des façons de détecter ce genre de choses. Donc je ne sais pas si c'est lié, mais nous vibrons tout le temps. Nous sommes sous vibration, des vibrations sonores. Quand je parle, bien sûr, et d'ailleurs, vous connaissez le truc, c'est on déteste tous entend notre propre voix à la radio ou enregistrée parce qu'on ne l'entend pas par notre oreille, on l'entend directement par l'intérieur et on ne s'entend pas comme on est enregistré. Donc je pense que voilà, nous sommes un milieu où le son se propage et ça peut avoir des influences sur notre corps. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Là-bas. Voilà. D'abord, madame. Il y a certaines études qui ont été faites justement sur les correspondances entre les sons et les éléments. Et justement, dans le cas de traitement, les sound healing, il y a des sons qui viennent soigner les organes. Et voilà, Tomatis avait fait des études au départ d'enregistrement effectivement de la voix de la mère à travers de l'eau pour soigner les autistes. Mais plus loin, on peut aussi, en fait, avoir des mélodies qui sont directement thérapeutiques. Oui, la musicothérapie, c'est une des médecines parallèles qui existent. Oui, et puis de façon plus concrète, si vous avez un calcul rénal et qu'on vous le fait péter, ce sont c'est du sonar, hein, et ça marche. C'est pas très mélodieux, mais bon. Et ça marche, ça vous soulage. Mais moi, je connaissais pas. Stéphane. Non, mais je l'avais déjà posé hier en privé, mais comment on peut faire une note ou un son dans un univers où le son n'existe pas? Donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Oui, pour commencer la conférence. Voilà, c'est-à-dire que tu as, par exemple, dans l'univers primordial, donc l'univers au début, dans sa phase primordiale, c'est un plasma. Donc c'est vraiment de la matière couplée, les protons, les électrons et la radiation. Tout ça vibre, et c'est vraiment des ondes sonores, des ondes de pression qui se propagent. D'accord ? Et il y a un moment, l'univers change sa propriété physique, il va se recombiner, il va devenir neutre, et donc il va passer dans un état où il n'y a plus de pression, donc comme le vide, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'onde de pression. Mais à ce moment-là, la lumière qui était emprisonnée va se libérer, elle va remplir tout l'univers, on va en détecter une certaine partie, mais les propriétés de cette lumière vont dépendre des propriétés locales qu'avait ce fluide au moment où ce phénomène se passe. Donc ils enregistrent l'onde de pression en particulier au moment de ce phénomène-là. Donc tu as une image de ton onde de pression. Donc c'est un peu comme si tu mettais un piano ou un tambour, vous tapez sur un tambour et puis vous faites le vide. Donc tu ne vois rien, tu n'entends rien, mais maintenant je fais un film des vibrations de la surface de mon tambour, et bien à partir de ce film-là, je vais pouvoir reconstituer le son même si je ne l'entends pas. J'entends le son du passé. Alors ça c'est en cosmologie, en relativité générale, tout ce que l'on entend est dans le passé. C'est-à-dire que je suis dans votre passé, vous êtes dans le mien. D'accord ? Il n'existe que le passé puisque la vitesse de la lumière 300 000 km/s est fini. D'accord ? Donc en gros, le triple décimètre, c'est une nanoseconde lumière. On devrait d'ailleurs, à l'école, on ne devrait plus appeler ça le triple décimètre, on devrait appeler ça la nanoseconde lumière. Et donc, voilà, Michel, qui est au premier rang, a des nouvelles fraîches de mon univers. Et puis ceux qui sont loin, il leur faut un peu plus de temps pour que ça se propage. Et réciproquement. Donc on est tous dans le passé les uns des autres. Et ça, c'est la structure de la relativité générale qui nous l'apprend. Donc tout ça, tout est dans le passé. Il n'y a pas de présent. Il n'y a pas de présent commun. J'ai mon propre présent, mais voilà. Est-ce que vous posez une question? Non. Attendez, vous pouvez faire passer au monsieur, là, derrière vous.
Merci. Bonsoir. Bonsoir. Déjà une petite remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure pour l'histoire du désert. Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller dans le désert le soir, lorsque les dunes en fait descendent, on entend ces sons que vous avez montrés naturellement. C'est-à-dire que c'est pas des sons qui sont retraités, c'est naturellement le son qu'il est possible d'entendre par les frottements en fait du sable. Donc c'est justement ce qu'a étudié votre collègue. Et effectivement, il y a eu un reportage très intéressant sur le sujet qui est passé il y a quelques temps. Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, je voulais vous poser la question, là sur l'image qu'on voit en bleu, à quoi est-ce que ça correspond exactement? Parce que là je trouve qu'il y a une analogie assez amusante avec les propriétés du fer, quand il est de la structure, si vous voulez, moléculaire du fer qui évolue en fait au niveau des températures. C'est-à-dire quand il se forment différentes structures, etc. Et en fait, c'est très amusant parce qu'on retrouve exactement la même structure moléculaire, si vous voulez, quand ça devient de la martensite, etc. Et donc, je voulais savoir à quoi ça correspondait parce que voilà, c'est amusant, juste. Exactement. Là, je dois avouer en public mon ignorance en métallurgie. Donc là, en fait, chaque petit point, c'est une galaxie. D'accord ? Donc au départ, on part d'un état initial qui est précis. Eh bien, je me rends compte que pour un gaz de galaxie, il n'y a presque jamais de collision, donc c'est un gaz sans pression. En théorie, quand on décrit à grande échelle l'évolution des grandes structures, on commence par décrire un gaz sans pression, parce que chaque galaxie considérée comme une particule de gaz n'interagit jamais. C'est très très rare une interaction entre deux galaxies. Donc je pense que même s'il y a du gaz, alors, il peut y avoir des zones où il y a beaucoup plus de gaz. Si je suis dans une région où je forme des étoiles, il est possible que là j'ai plus de gaz. Si je suis autour d'un disque d'accrétion, autour d'un trou noir, là la densité de gaz et sa température vont être très hautes. Mais ce sont des effets complètement locaux. Mais en gros, si je regarde le fond diffus cosmologique, il n'y a aucune façon qu'il y ait des ondes de pression qui se propagent jusqu'à moi. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human.